Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 11. Transformer l'archétype de la victime. Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, notre première mission est de transformer l'archétype de la victime et de développer la conscience de la planète. Mais qu'est-ce que cela signifie de transformer quelque chose et comment cela élève-t-il la conscience? La première chose à comprendre est que nous ne pouvons transformer une chose que lorsque nous la choisissons comme mission spirituelle. Nous prenons les décisions sur notre mission non pas dans ce monde, mais dans le monde de la vérité divine avant de s'incarner. La deuxième chose à réaliser est que transformer une chose ne signifie pas la changer. En fait, pour transformer une situation, nous devons la vivre pleinement et l'aimer exactement comme elle est. Par exemple, peut-être notre mission individuelle demande-t-elle que nous naissons dans une famille abusive pour avoir une expérience directe de la maltraitance, soit en tant que victime, soit en tant qu'auteur des faits. Rappelez-vous, une fois que vous vous incarnez, votre mémoire de la mission que vous avez acceptée disparaît. Si vous vous rappeliez de votre mission, vous ne pourriez ressentir l'énergie et les émotions de l'état de victime aussi pleinement. Ce n'est que lorsque l'on a l'expérience d'être une victime que l'on peut en arriver à comprendre ce qui se cache derrière l'illusion de la situation de victime, la projection de notre culpabilité. Si vous êtes capable de regarder au-delà de l'illusion de l'existence d'un cas coupable et de reconnaître que ces actions sont un appel à l'amour, et si vous y répondez avec amour et acceptation totale, l'énergie de la victime est transformée et la conscience de tous ceux impliqués est élevée. De plus, l'énergie qui maintient en place le schéma de maltraitance disparaît et le comportement s'arrête immédiatement. C'est cela, la transformation. D'un autre côté, si nous ne reconnaissons pas la vérité dans une situation ou que nous ne voyons pas au-delà de l'illusion et que nous essayons de changer les circonstances physiques, nous verrouillons l'énergie qui maintient en place les schémas de maltraitance et rien ne change. Seul l'amour est transformateur. Seul l'amour et la capacité de transformer des énergies telles que celle de la maltraitance de l'enfant, la cupidité des entreprises, le meurtre et autres prétendus maux du monde, rien d'autre ne peut avoir un impact. Les actions d'entreprise afin de changer ces situations, comme lorsque l'on élève un enfant à son environnement abusif, bien qu'humaine en soi, ne crée pas de transformation. La raison en est simple. D'abord, ce genre d'action émane d'un sentiment de peur et non d'amour. Ensuite, notre intervention et non-jugement maintiennent en place le schéma énergétique de maltraitance et le verrouille encore plus. Cela implique pourquoi la décision de transformer quelque chose ne peut être prise que dans le monde de la vérité divine. Nous, autres humains, sommes
tellement enfermés dans nos croyances de souffrance et de douleur, de peur et de mort, que même si nous croyons que l'âme d'un enfant en particulier est venue dans ce monde pour faire l'expérience de la maltraitance et qu'elle veut en vérité se sentir maltraitée, nous ne pouvons pas nous tenir à l'écart et observer cela se dérouler. Tandis que la mission semble facile depuis le monde de la vérité divine, elle apparaît de manière tout à fait différente ici, sur le plan physique. Qui pourrait laisser un enfant maltraité dans un environnement abusif? Nous ne pouvons nous empêcher d'intervenir. Nous sommes humains. Et comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, il nous fait nous abandonner à l'idée que l'esprit sait exactement ce qu'il faut. Si ce n'était pas dans l'intérêt le plus élevé de l'enfant qu'il y ait une intervention en son nom, l'esprit arrangeait les choses pour que nul ne remarque la situation. Si d'un autre côté, il décide d'une intervention sert le bien le plus élevé de l'âme, il s'arrangera pour que cela se produise. Mais cette décision ne nous appartient pas. Nous, en tant qu'êtres humains, devons toujours répondre de la manière qui semble la plus humaine, attentionnée et compatissante, tout en sachant en même temps que l'amour est présent dans la situation. Le pardon total est transformateur. En tant qu'être humain, nous ne sommes cependant pas totalement impuissants à cet égard, car nous pouvons transformer l'énergie de situations telles la maltraitance d'un enfant en utilisant le pardon total. Si nous pardonnons véritablement, dans son sens le plus total, à toutes les personnes impliquées dans la situation abusive, nous avons un impact certain sur le schéma énergétique. Ultimement, l'enfant devra pardonner pour pouvoir finalement changer le schéma. Mais chaque fois que chacun d'entre nous, quelle que soit la situation, et que nous soyons personnellement impliqués ou non, choisit de voir la perfection de la situation, nous changeons immédiatement l'énergie. On m'a un jour demandé de parler à la conférence annuelle de la National Society of Mediators. Je devais avoir environ 45 minutes et les participants allaient prendre leur déjeuner tout en m'écoutant. Je suis arrivée tôt pour assister à leur discussion afin d'essayer de ressentir leur façon de penser. J'ai déterminé que, professionnellement, environ 50% étaient avocats et 50% conseillères, et que leur engagement envers la méditation leur permettait d'avoir l'esprit assez ouvert et une certaine souplesse dans leur approche de la résolution de problèmes. Pendant les 20 premières minutes environ, j'ai fait de mon mieux pour expliquer les concepts et les hypothèses sous-jacentes au pardon total. Puis, j'ai dessiné le diagramme ci-contre pour le représenter la relation énergétique entre eux et leurs clients. Puis, je leur ai expliqué que leur perception de la situation dans laquelle
ils étaient médiateurs était probablement similaire à la perception des clients A et B, malheureuse au mieux et tragique au pire. Malheureuse au mieux et tragique au pire. Je leur ai également indiqué que leur rôle de médiateur était d'essayer de tirer le meilleur parti d'un boulot difficile et de résoudre la situation de manière qu'il y ait le moins de dommages pour les deux parties et les personnes à leur charge. Ils sont tombés d'accord sur le fait que cela représentait bien leur tâche et que le champ énergétique autour de la situation des clients était constitué d'hostilité et de méfiance. S'il en avait été autrement, ils n'auraient pas eu besoin d'un médiateur. Ils furent d'accord là-dessus également. Puis j'ai ajouté à la situation un nouveau facteur, leurs énergies. Ils ont vu que leur champ d'énergie contiendrait normalement des pensées et des sentiments liés à la perception que la situation était négative. Je leur ai également suggéré que même s'ils essayaient d'effectuer une méditation et d'aider les deux parties, leur perception que la situation était négative venait nourrir le champ énergétique des clients et renforcer leur conscience de victime. Et si leur ai-je ensuite demandé, au lieu de considérer cette situation comme tragique et indésirable, vous aviez la volonté de nourrir l'idée qu'il s'agissait d'un plan divin se dérouler exactement comme cela est nécessaire et que chacune des parties inclut les personnes à la périphérie recevait en réalité exactement ce qu'elle veut au niveau du subconscient et de l'âme. Et si cela était vrai, quel que soit le résultat de la situation, pensez-vous que cela ferait la différence? Votre champ énergétique, au lieu d'être rempli de pensées fondées sur la peur et les émotions, serait plein d'amour. Pensez-vous que cela aurait un effet sur la résolution finale de la situation? Étonnamment, il m'avait compris. Les avocats aussi. La majorité a accepté l'idée que leur perception mentale de la situation était un facteur puissant déterminer le résultat de la situation. Non pas que ce ferait fait différemment ni ouvertement changé, mais simplement s'il gardait à l'idée que tout est parfait, l'énergie pourrait circuler sans autant de résistance dans la direction qu'elle doit prendre, quelle que soit. C'est cela, transformer une énergie. La résonance morphique. Ce que je viens de décrire s'inspire de la théorie de Rupert Sheldrake sur les changements morphiques et la résonance morphique. Sheldrake est un biologiste anglais qui pose comme postulat l'existence de champs énergétiques qui sont des systèmes s'auto-organisant et s'auto-régulant afin
d'organiser et de soutenir des schémas d'activité vibratoire ou rythmique. Les éléments sont attirés mutuellement par résonance morphique pour créer ces champs qui sont en changement et en évolution constante. Lorsque l'un des éléments du champ change, cela affecte tout le champ. Ce concept semble applicable à tout niveau, depuis les phénomènes quantiques jusqu'aux comportements sociaux de groupe. Dans le contexte humain, les champs morphiques lient les membres individuels par l'intermédiaire d'une résonance extrasensorielle et énergétique, conscience, un processus indépendant du temps et de l'espace. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un pardonne, l'effet est ressenti immédiatement par la personne à qui la première a pardonné. Peu importe la distance à laquelle les deux personnes se trouvent. Pour en revenir à notre situation avec les médiateurs, nous pouvons penser à la situation dans laquelle ils se retrouvent le plus souvent comme étant un champ morphique dans lequel les individus sont liés par l'intermédiaire de la résonance morphique, par une conscience de victime. Dès que l'un des membres, le médiateur, change sa conscience en se concentrant sur l'amour et l'acceptation de ce qui est, tel quel le champ subit immédiatement une transformation et évolue vers un nouvel arrangement vibratoire de nature supérieure. À travers la résonance morphique, les autres membres du groupe ont une opportunité de se réaligner de la même façon et de faire évoluer la situation de manière totalement différente de ce que cela aurait été si la conscience n'avait pas été transformée ainsi. Je mentionne cette recherche spécifique pour montrer que la façon dont nous parlons d'énergie et de conscience repose sur des bases solides que l'on retrouve dans la recherche et la théorie scientifique moderne. Nelson Mandela nous a montré la voie. La façon dont Nelson Mandela a géré la situation en Afrique du Sud lorsque l'apartheid s'est terminé au début des années 1990 était un bon exemple de la façon de transformer l'énergie par le pardon total. L'apartheid, système politique dominé par les Blancs, est en place pendant 3/4 de siècle, a maintenu les Noirs et les Blancs séparés, les Blancs dans le luxe et les Noirs dans une pauvreté terrible. Mandela lui-même fut emprisonné pendant 26 ans. À sa libération, il est devenu président du pays. L'Afrique du Sud était prête à un bain de sang pour se venger, mais Mandela a mis en place une transition étonnamment paisible, dont l'empreinte n'était pas celle de la vengeance, mais celle du pardon. Ce ne fut pas tant ce qu'il fit qui empêcha que se produise le bain de sang prévu,
mais plutôt la façon dont il a géré l'énergie en place. Il a refusé de se venger et, au nom de tout le peuple, il a transcendé l'archétype de victime. Par voie de conscience, cela a fait s'effondrer le schéma énergétique de violence potentielle déjà en place et qui attendait d'être déclenché. L'Afrique du Sud reste aujourd'hui en transition, ce qui se fait non sans problème, mais sa progression est bien plus rapide que ce que l'on aurait pu rêver il y a quelques décennies. Notre mission collective de transformation de l'archétype de la victime exige que nous suivions tous l'exemple de Mandela et que nous dépassions l'expérience de victime. Si nous ne le faisons pas, nous resterons désespérément dépendants de nos blessures et de l'archétype de la victime. L'esprit donne du coude. Dans les profondeurs de notre subconscient, nous sommes en contact avec notre mission. L'esprit continue de nous présenter des opportunités de transformer l'énergie de victime en ramenant à la surface des choses telles que l'inceste, la maltraitance d'enfants, l'abus sexuel et la haine raciale. Chacun d'entre nous peut embrasser cette mission en pratiquant le pardon total dans toutes ces situations. Si suffisamment d'entre nous y arrivent, le changement de perception qui nous permet de voir la perfection transformera la situation de sorte que le besoin de tel schéma énergétique disparaîtra. S'exercer à la transformation. Pour transformer l'archétype de la victime, faites l'expérience suivante. Chaque fois que vous regardez les informations, passez de la conscience de jugement à la conscience de perfection de la situation. Au lieu d'accepter telle qu'elle une histoire de préjugés racial, par exemple, aider à transformer l'énergie de disharmonie raciale. Faites cela en observant la personne ou la situation qui habituellement serait l'objet de votre jugement et de votre censure, et voyez si vous pouvez vous placer dans un espace d'acceptation bienveillante. Sachez que les personnes de cette histoire jouent leur rôle dans le plan divin. Ne considérez personne comme victime et ne qualifiez quiconque de coupable. Les personnes ne font que agir dans les drames en question afin qu'une guérison puisse se produire. Rappelez-vous, Dieu ne fait pas d'erreur. Le fini de chapitre 11.